Le fantôme de l'apothicaire, chapitre 8. Les nuages étaient partis. La lune et les étoiles avaient pris possession du ciel noir. Désespérés, le jeune garçon et le spectre cheminaient le long de la grande route toute blanche. Deux silhouettes, une seule ombre. Où s'en allaient-ils? Quelle maison irait les accueillir? Quelle famille ne blêmirait pas d'effroi et de dégoût? Le garçon marchait d'un pas rapide. Le spectre, lamentable, suivait dans son sillage en traînant les pieds. Benjamin avait beau se dépêcher, l'écart entre eux ne dépassait jamais 1 mètre. Il essayait peut-être de semer le fantôme? Peut-être, mais son âme était trop assombrie par la perte de toutes ses espérances pour qu'il sût clairement où il allait. Et pourquoi? Il s'arrêta. Un son métallique emplissait les airs. Les cloches de St. Michael on the Hill sonnaient l'heure. Minuit. Dans le lointain, d'autres cloches sonnaient pareillement, se balançaient, carillonnaient. La nuit elle-même était comme un beffroi et, entre les carillons, arrivait atténuer l'écho des rires, de la gaieté et du plaisir. Dans la sécurité de leur salon, des familles bien au chaud, rayonnantes, étaient en liesse. « Bonne année, Monsieur Corbett !» dit Benjamin en pleurant, car il songeait au lieu où il aurait pu prononcer ces paroles, et en quelle compagnie, et auprès de quel feu. « Je ne vous ai pas trahi, » gémit le fantôme, pour qui toutes les années étaient dorénavant pareilles, sans que nulle fût bonne. « Ce n'est pas moi. »« C'est moi qui vous ai trahi. »« Par bon cœur? Vous l'avez fait par bon cœur? » Bon cœur, encore ces mots détestés. Mais quelle cruelle différence! Il y avait une supplication si infinie, une espérance si pitoyable dans ce bon cœur, que Benjamin ne put acquiescer de la tête et rassurer le malheureux fantôme. Vous aviez tellement froid. L'enfer est froid. Mais vous étiez dans la taverne des Espagnols, monsieur. Sur mon honneur, c'est vrai. Mais le spectre murmura d'une voix douce. Il n'est nulle taverne, tombe ou auberge, nul havre pour l'homme assassiné. Seulement une place dans la demeure glaciale de la haine de son meurtrier. Benjamin fit non de la tête. Je ne vous hais plus, monsieur Corbett. Je suis rassasié de vengeance. Alors, où devons-nous aller, vous et moi? Car, où que vous alliez, il faut que j'aille aussi. Le jeune garçon parcourut du regard l'aimable, la charmante lande de Hunstead, et son humeur s'assombrit encore. Les perspectives qui s'offraient à lui étaient absolument sinistres. Dans les champs, les bois, les coins sombres, les lieux abandonnés. Au fond de l'océan, peut-être, monsieur Corbett. Puisqu'il le faut. Mais, auparavant, ne pourrais-je faire mes adieux? Ne pourrais-je revoir ma maison une dernière fois? Apercevoir mes enfants? Ma femme? Un dernier regard pour emporter une image lumineuse dans ces longues errances lugubres qui nous attendent. Mais vous ne craignez pas qu'il se mette à hurler? Qu'il perde la raison en vous voyant, monsieur Corbett? Car en vérité, vous êtes un objet sinistre, monsieur. Il s'efforçait de répondre posément, raisonnablement, mais sa voix tremblait, brisée par un nouveau désarroi. « Ils ne me verront pas, » murmura le fantôme. « Je risquerai un œil par la fenêtre du salon. On ne me verra pas. Un dernier regard, je vous en conjure. Un regard si bref et qui devra me durer si longtemps. » Par la fenêtre, alors? Celle de derrière? Avec enthousiasme, le fantôme fit signe que oui. Et brièvement,
Oui, brièvement. Vous ne me trahirez pas? Non, non, pas moi. Il devait être 00h30 lorsqu'ils atteignirent Gospel Hawk, car toutes les maisons, sauf une, étaient plongées dans l'obscurité. La nouvelle année était née. Les cloches l'avaient fermement proclamée. Inutile de veiller davantage, elle ne risquait plus rien, à présent. Benjamin et le spectre de son maître, frigorifiés, muets, avançaient parmi ces ombres qu'ils avaient naguère parcourues en plein jour. Ils allaient, furtifs, vers l'unique maison encore éveillée. La boutique de l'apothicaire était située sur la droite, à mi-hauteur de la rue. Des bougies brillaient derrière la fenêtre de façade et de derrière, Madame Corbett et ses enfants attendaient le retour de l'apothicaire. Ils doivent être au salon. Soufflait le fantôme. C'est là que je les ai laissés avant... Avant quoi, monsieur Corbett? S'enquit Benjamin sans grand intérêt. Avant de partir pour aller vous chercher. Murmura le fantôme, comme si les mots s'arrachaient douloureusement de sa fragile substance. Me chercher, monsieur Corbett? Je regrettais de vous avoir envoyé en course, un soir pareil. Vous aviez parlé de pitié. Alors j'ai eu honte et j'ai couru. La voix du spectre traîna, resta en l'air et s'éloigna comme un morceau d'étoffe pris dans la portière d'une voiture et qui vivement disparaît en palpitant dans la nuit. C'est alors que le cœur de Benjamin commença à gémir et à se fendre sous le poids du fantôme. La peur, la honte et les remords sont grands fardeaux à supporter quand le mal est sans remède. Alice. Il s'était mis près de la fenêtre du salon, dissimulé dans l'ombre qu'avait à offrir le jardin dénudé. Madame Corbett, femme grassouillette et franchement laide, était assise au coin du feu. De temps à autre, elle levait les yeux, lorsque de menus bruits lui faisaient croire que son mari rentrait. « Mon amour, mon Alice chérie », chuchota le fantôme, car cette dame, cette boule de suif, était la bien-aimée du fantôme. Elle était son amour, sa joie, la flamme de sa jeunesse et la douce chaleur du milieu de sa vie. Elle avait le visage encore lisse, même si quelques ombres légères y passaient, signe avant-coureur que cette douleur qui, bientôt, allait la friper, le lacérer, quand elle apprendrait la fin de son mari. Douleur insupportable, douleur, pourtant, qu'il faudrait supporter. Des larmes brûlantes envahissaient les yeux de Benjamin, des larmes qui le cuisaient en coulant sur ses joues. Qu'avait-il fait? Qu'avait-il fait? Venez, par pitié. Allons, venez. Mes enfants. Souffla le spectre. Les apercevoir une dernière fois. Or, M. Corbett avait 2 fils, l'un de 8 ans, l'autre qui approchait de 5. Il n'était point spectacle plus remarquable à contempler que celui de leur mère. Ils étaient là, assis à côté d'elle, attendant le retour de leur père. Ils avaient le cheveu blond, la figure rose et l'air d'avoir sommeil, bien qu'on leur eût promis un cadeau de nouvel an au retour de leur père. Quant à l'aîné, il n'avait pas trop l'air d'un aîné, et pourtant, c'était lui le chef de famille maintenant. « Allons, venez !» souffla Benjamin d'une voix défaillante, car le spectre était tout près de la fenêtre, attiré irrésistiblement par cette scène d'intérieur. Et alors... « Non, non! Pour l'amour du ciel !» Le petit avait levé les yeux, car il avait entendu quelque chose. Une brindille craquait sous le pied de Benjamin. « Reculez, reculez, monsieur Corbett !» Trop tard. L'enfant l'avait vu. La surprise et la joie brillaient sur son visage. « Papa !» criait-il. « Regardez, papa est dans le jardin. Il joue à se cacher. » C'est en vain que leur mère se récria. L'air était froid et humide. Il était tard. Leur père allait rentrer d'une minute à l'autre.
d'une minute à l'autre. Comment retenir ces deux enfants qui s'envolaient en gambadant vers le jardin? Et pour aller où? Vers le plus triste destin du monde. Leurs cris, leurs rires, cet air de fête sur leur visage entreaperçu était plus éprouvant pour Benjamin que tout ce qui s'était passé auparavant. Ils jouaient à cache-cache avec le spectre de leur père. C'était incroyablement cruel. Cette dérision de leur innocence, démesurément monstrueux, cette tendresse dupée. « Papa, où es-tu? Reviens !» Ils virent Benjamin et s'écrièrent « Bonne année, Benjamin! Viens nous aider à attraper papa !» Mais l'apprenti était accroupi au ras du sol, aveuglé par ses larmes. « Papa !» hurla tout à coup le petit. Minute épouvantable. « Je te vois !» Le fantôme, que le regard brillé de l'enfant avait enfin saisi, demeura là, sur place, immobile, perdu. « Papa! Le cadeau! Le cadeau !» Qu'avait-il à donner, ce fantôme, hormis la terreur et froid glacial? Mais l'enfant avait à peine 5 ans et ne pouvait savoir ces choses. « Non, non !» sanglotait Benjamin, corps fier, âme fière. Tout chez lui était en miettes. L'enfant courait, les bras tendus, comme il avait déjà couru 100 fois auparavant, pour se voir empoigné par son papa qui le balançait au-dessus de sa tête. « Papa, où es-tu ?»« Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» gémissait Benjamin, car le petit garçon avait couru et traversé son père comme on traverse l'air. « C'était une farce! Encore une de tes farces, papa !» Déconcerté, l'enfant avait trébuché. Il était tombé. À présent, il se relevait et se sentait glacé par une chose inconnue. Les larmes lui montaient aux yeux. « Papa, où es-tu? Reviens !» Mais il n'y avait plus personne. En désespoir de cause, l'apprenti et le spectre s'étaient enfuis en entendant la voix de Madame Corbette. « Tom? Tom! Rentre, mon chéri! Les enfants vont prendre mal !» Où pourrait-il bien aller à présent? Dans la rue déserte? Mais c'était sans issue, car une voiture arrivait, qui projetait bien trop sa lumière jaune en tous sens. Seule la boutique de l'apothicaire offrait un refuge bien cruel. La boutique, avec son haut comptoir d'acajou derrière lequel Benjamin Partridge et son fantôme pourraient se tapir, dans leur détresse et leur honte, pour se cacher un court moment aux yeux du monde. Car la porte qui conduisait au salon et au-delà était toujours interdite à Madame Corbette et aux enfants. Jusqu'à la fin, l'apothicaire avait banni la tendresse de son univers quotidien. Mais même ce refuge leur fut refusé. La porte de la boutique s'ouvrit. Des pas qui parcoururent le plancher, des doigts qui cognent énergiquement sur le bois du comptoir, au-dessus de la tête de Benjamin. « Benjamin Partridge, cette potion, vous ne me l'avez pas livrée. » Benjamin se redressa. Ses yeux effarés découvrirent le premier client du nouvel an. À présent, il était grand et maigre comme un arbre en hiver, et semblait remplir la boutique du plancher jusqu'au plafond, le terrible vieillard. Ses yeux brûlaient d'une flamme surnaturelle, mais peut-être était-ce son rhume qui lui donnait de la fièvre? Benjamin palpa ses poches, y trouva le flacon qu'il n'avait pas livré. C'est alors qu'une idée désespérée lui vint, un espoir fragile. « Monsieur, nous ne donnons de récipient que contre un autre en échange. Un bocal vide, monsieur, s'il vous plaît. Avez-vous le vide, je vous prie ?»
Vous voulez dire ce bocal-ci, Benjamin Partridge? Et il tendit le fatal récipient, avec son ruban noir et ses 2 nœuds. De dehors parvenaient les voix de Madame Corbet et de ses enfants, en train de chercher dans le jardin. Et il y avait déjà quelque agacement dans la voix de cette veuve qui s'ignorait encore. « Le bocal !» implorait Benjamin. « Le bocal !»« Et qu'allez-vous me donner à présent, Benjamin Partridge ? Je ne suis pas dans les affaires pour raison de santé, jeune homme. »« Je me donne à vous corps et âme !» gémit Benjamin, persuadé, enfin, qu'il avait traité avec le diable. « Pfff !» fit le vieillard avec dédain. « Voilà un marché bien fallacieux. Proposez ce qu'il n'est pas en votre pouvoir de donner, il me semble, Benjamin Partridge, que, tant pour le corps que pour l'âme, vous êtes déjà assez lourdement hypothéqué. Prenez ma vie, monsieur, souffla l'apprenti anéanti. Et il se mit en devoir de regarder une dernière fois le monde des vivants qui, pour l'heure, se réduisait à l'étrange vieillard et au piteux fantôme de l'apothicaire. « Pour que vous me hantiez, moi, jeune homme ? Pas encore. Pas encore. Alors, c'est sans espoir pour eux ?» Et il regarda la porte qui donnait accès à la maison de cette famille. Le vieillard ne répondit point. Il avait été pris d'un accès de violent reniflement. Après quoi, il éternua 3 ou 4 fois, aspergeant l'air de sa production. « Vous avez de la chance, jeune homme, que j'ai un rhume pareil. Quand j'étais plus jeune, les choses se seraient passées différemment. Mais je vieillis. Et ces nuits humides aussi. Donnez-moi ma potion, Benjamin Partridge, et reprenez le bocal vide. Mais, poursuivit-il, au moment où Benjamin avançait des mains tremblantes, il y aura tout de même quelque chose à payer pour ma peine, jeune homme. Nous avions convenu du quart de votre salaire votre vie durant. Mais ma foi, vu les circonstances, nous devrons faire la part des choses, j'imagine. Dirons-nous le quart de votre salaire d'une semaine? De la semaine prochaine? Le quart. Je marche toujours par quart. Les vieilles habitudes ont la vie dure, à la différence des apothicaires. C'est honnête, pas vrai? D'accord, d'accord, s'exclama Benjamin, qui eût été trop heureux d'avoir à payer une note beaucoup plus salée. Et quand dois-je vous régler? Vous verrez bien, dit le vieillard en prenant sa précieuse potion. Ce sera au moment où vous vous y attendrez le moins. Le bocal, fit Benjamin. Le bocal, dit le vieillard en souriant, et il le fracassa sur le sol. Tom, Tom, qu'est-ce qu'il se passe? Tu es dans la boutique? Tu n'es pas bien? Réponds-moi, dit la voix de Madame Corbet à travers la porte. Mu par une longue et cruelle habitude, Benjamin se saisit d'une balayette et d'une pelle pour ramasser les morceaux du fer coupant. « Bonne nuit, Benjamin Partridge !» murmura ironiquement le vieillard. « Je vous souhaite une bonne année. » Benjamin contourna le comptoir pour venir par devant. À ses pieds gisait le cadavre de M. Corbet. Mais où donc était passé le fantôme de l'apothicaire? Il émergeait de derrière le comptoir, ce fantôme, et il souriait, avec humilité, douceur et gratitude. Puis ce pauvre fantôme, craintif et solitaire, anxieux et courtois, posa les 2 mains sur la poitrine de Benjamin, fit un signe de tête comme pour confirmer un phénomène intéressant et s'en revint discrètement vers son enveloppe mortelle. Il s'enfonça lentement, jusqu'à l'instant où, cadavre et fantôme ne firent plus qu'un. Ajustement parfait, le fantôme avait disparu. « Tom, je t'en prie! Tom, réponds-moi !»
La poigne de la porte fut secouée bruyamment. La porte s'entr'ouvrit. « Bonne année, Alice !» s'exclama M. Corbett, qui était en train de se remettre sur ses pieds, encore peu sûr, et frictionner sa tête chamboulée. Bruyante réjouissance et gaieté folle n'étaient pas dans le ton de cette soirée. Madame Corbett et ses 2 enfants ne surent pas alors, ni d'ailleurs jamais, que M. Corbett était revenu d'entre les morts. En revanche, leur plus grand plaisir fut que Benjamin soit venu lever son verre en leur compagnie auprès de l'âtre familial. Le retour de M. Corbett n'avait rien de particulier. Pourquoi? D'ailleurs, en eût-il été autrement? C'est comme ça que nous aurions dû faire déjà l'an passé, dit Madame Corbett, fort émue par les larmes de joie dans les yeux de l'apprenti. C'est ce que j'aurais voulu, dit M. Corbett à mi-voix. Mais j'avais l'impression qu'il avait si grand hâte de partir. Et bien que M. Corbett eût encore ce même sourire, à sa façon de toujours, l'apprenti ne peut retenir ses larmes de joie lorsqu'il entraînit la main de son maître. « Bonne année, monsieur Corbett !» La main était vigoureuse et, Dieu merci, elle était chaude. Benjamin se demanda tout à coup si sa sombre aventure n'avait été qu'un rêve. Cette idée, cet espoir même, prit racine. S'affermit lorsque M. Corbett proposa de reconduire Benjamin chez lui. Non, lorsqu'il insista pour le reconduire dans sa propre voiture. Cet espoir était quasiment devenu certitude. Le rêve de l'apprenti. Voilà ce qui s'était passé. L'apprenti qui avait rêvé du fantôme de son maître, rien de plus. « À propos, jeune Partridge, » dit M. Corbett, tandis qu'il roulait à grand bruit en direction de Kentish Town. « L'avez-vous livré, cette potion ?»« Mais oui, monsieur, » dit Benjamin gêné. « Est-ce qu'il vous a payé, ce vieux bonhomme ?»« J'ai oublié de lui réclamer, monsieur. » Monsieur Corbett eut un petit rire. « Ce n'est pas grave, jeune Partridge, mais je serai obligé de retenir ça sur votre salaire de la semaine prochaine, mon garçon. » Il s'arrêta et se frictionna la tête, comme s'il essayait de se rappeler quelque chose. « Dirons-nous le quart de votre salaire de la semaine. Il faut commencer l'année en partant du bon pied. » La sérénité de Benjamin subit un coup très dur, et ce ne fut qu'une fois arrivé chez Madame Partridge, à 1h du matin, mais ils furent néanmoins bien accueillis, et une fois vidé leur verre, et présenté leurs vœux de bonne année dans la clarté du feu et des bougies, que le cœur de Benjamin se remit à battre régulièrement. « Mon fils a de la chance de vous avoir pour maître, monsieur Corbett, » déclara gaiement Madame Partridge. « Et moi, j'ai de la chance de l'avoir pour apprenti, » répartit courtoisement monsieur Corbett. Mais il avait bien l'air d'être sincère. À ce stade, Madame Partridge, comme M. Corbett, furent surpris et touchés par la conviction et la ferveur de Benjamin quand il leur fit écho. « De la chance ? Oh oui alors, quelle chance nous avons !» Car il avait eu beau examiner minutieusement M. Corbett à contre-jour, aussi minutieusement qu'il pouvait, et d'aussi près de toute espèce de source de lumière, il avait été absolument incapable de voir à travers. En revanche, ce qu'il avait pu voir, c'était le monde retrouvé. Tous ses ciels, ses saisons, et ses fruits et ses joies, tous les jours et les nuits, et les amis et les bonnes soirées. Tout cela lui était donné tout neuf. Et ce qu'il avait pu voir aussi, en cet instant même, et à tout jamais, car chose pareille, une fois vue, ne saurait être jamais oublié. C'était ce fantôme courtois, anxieux, étrangement émouvant, revenu habiter en sa demeure charnelle. C'était l'âme de M. Corbett. Chaque fois qu'il regardait M. Corbett au fond des yeux, ce qu'il faisait parfois lorsque la tension surgissait entre eux, c'était ce fantôme qu'il revoyait. Alors, il souriait, et M. Corbett souriait, quand lui aussi se rappelait à demi leur étrange aventure à tous deux,
un soir de Saint-Sylvestre.